Je n'ai jamais pensé que je réécrirais à ce sujet et encore moins que je le ferais avec les mains tremblantes de rage, mais pas une rage dirigée contre elle, mais contre moi-même. Je suis Mauricio, j'ai 24 ans et pendant les 6 dernières années de ma vie, j'ai vécu alimenté par un carburant très spécifique, la haine pure et non diluée envers ma sœur aînée, Regina. Pour que vous compreniez l'ampleur de mon erreur, je dois vous ramener au début, non pas au début heureux, mais au moment où ma vie est devenue un enfer méticuleusement conçu par la seule personne qui était censée me protéger. Notre famille était petite. Mon père, Ricardo, était un homme charismatique en dehors de la maison, un vendeur d'assurance qui pouvait charmer n'importe qui avec un sourire, mais qui, entre les 4 murs de notre maison, était une figure d'autorité silencieuse et volatile. Ma mère est décédée quand j'avais 7 ans et Regina 12. Sa mort nous a laissés à la dérive dans une maison qui semblait soudainement trop grande et trop froide. Au début, Regina était mon ancre. Je me souviens de nuits entières à pleurer sur ses genoux, pendant qu'elle me caressait les cheveux et me promettait qu'elle ne me laisserait jamais seule. Elle cuisinait, m'aidait avec mes devoirs et me défendait des réprimandes occasionnelles de papa. Mais tout a changé quand elle a eu 16 ans et moi 11. C'était comme si un interrupteur s'était éteint en elle. Ou plutôt comme si quelque chose de sombre avait possédé son corps. Le changement n'a pas été graduel, il a été violent. Je me souviens d'un vendredi après-midi, j'étais excité parce que j'avais eu la meilleure note en mathématiques et j'ai couru pour la lui montrer. Elle était dans la cuisine en train de faire la vaisselle avec une fureur inhabituelle. Quand je lui ai montré l'examen, elle me l'a arraché des mains, l'a froissé en boule de papier et me l'a jeté au visage. « Personne n'en a rien à faire, Mauricio », a-t-elle dit. Sa voix était glaciale, dépourvue de toute émotion humaine. « Arrête de chercher de l'attention. Tu es pathétique. » Je suis resté paralysé. Je ne comprenais pas ce que j'avais fait de mal. J'ai pensé qu'elle passait une mauvaise journée, mais cette mauvaise journée a duré 6 ans. Regina a commencé une campagne pour me rendre misérable. Si je regardais la télévision, elle entrait et l'éteignait ou changeait de chaîne sans dire un mot. Si je laissais mes chaussures à l'entrée, je les retrouvais jetées dans le jardin sous la pluie. La cruauté a augmenté à mesure que nous grandissions. Mon père, Ricardo, ne semblait rien remarquer ou peut-être choisissait-il de ne pas le faire. Il passait de plus en plus de temps à travailler ou enfermé dans son bureau, obsédé par ses finances et criant au téléphone à propos d'investissements et de dettes. Quand il était présent, Regina agissait comme une fille modèle, serviable et silencieuse. Mais à la seconde où il sortait par la porte, elle devenait mon bourreau. L'incident qui a marqué mon adolescence s'est produit quand j'avais 15 ans. J'avais invité Karen à la maison, une fille de ma classe que j'aimais beaucoup, pour faire un projet de biologie. Nous étions dans le salon à rire nerveusement quand Regina est descendue. Elle portait de vieux vêtements et avait les cheveux en désordre, mais son regard était aussi aiguisé qu'un scalpel. Elle s'est arrêtée devant nous, a regardé Karen de haut en bas et a laissé échapper un rire sec. « Sérieusement, Mauricio ?» a-t-elle dit en ignorant Karen et en me regardant droit dans les yeux. « Tu amènes des gens dans cette maison. Tu n'as pas honte qu'ils voient comment nous vivons. En plus, pauvre fille, elle est sûrement là par pitié. Regarde-toi, tu es un fardeau même pour ta propre famille. Papa ne te supporte pas et moi non plus. Pourquoi ne rends-tu pas service au monde et ne disparais-tu pas ?» Karen est devenue rouge, a ramassé ses affaires et est partie en marmonnant des excuses. Elle ne m'a plus jamais parlé à l'école. Je suis monté dans ma chambre et j'ai pleuré d'impuissance. Je détestais Regina. Je détestais son amertume, sa méchanceté gratuite. Je me demandais ce que je lui avais fait pour mériter tant de mépris, mais le coup de grâce, l'événement qui a brisé notre relation pour toujours, s'est produit le jour de mes 18 ans. J'avais prévu un petit dîner. Je voulais juste manger de la pizza et regarder un film. Papa n'était pas là, comme d'habitude. Je suis rentré de l'école en espérant au moins un joyeux anniversaire par politesse. À la place, j'ai trouvé 3 sacs poubelles noirs sur le porche d'entrée. Il pleuvait à verse. Je me suis approché, confus, et j'ai vu qu'un des sacs était déchiré. Mes vêtements dépassaient du trou, trempés par l'eau sale du sol. Ma collection de bandes dessinées, mes quelques trophées scolaires, mes photos, tout était là, jeté comme des ordures. La porte d'entrée s'est ouverte et Regina est apparue. Elle avait 23 ans. Elle avait l'air fatiguée, avec de profondes cernes, mais sa posture était provocante. Elle a croisé les bras et s'est appuyée contre le cadre de la porte. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé d'une voix brisée. « Ce sont tes bagages »,
a-t-elle répondu froidement. Tu as 18 ans. Tu es légalement un adulte. Je n'ai plus aucune obligation de te supporter ici. Tu me mets dehors? Ai-je crié, l'incrédulité cédant la place à la fureur. C'est la maison de papa, pas la tienne. Papa est d'accord. A-t-elle menti? Ou c'est ce que j'ai cru à ce moment-là? Il ne veut pas de toi ici non plus, Mauricio. Tu es une dépense inutile. Tu manges notre nourriture, tu dépenses notre électricité et tu n'apportes rien. Dégage. J'ai essayé d'entrer, mais elle a bloqué le passage. Elle m'a poussé avec une force surprenante. Va-t'en, a-t-elle crié. Et pour la première fois, j'ai vu quelque chose dans ses yeux que je n'ai pas su identifier. Cela ressemblait à de la panique, mais je l'ai interprété comme de la haine. Va-t'en loin et ne reviens jamais. Si tu as un peu de dignité, tu iras dans une autre ville et tu oublieras que nous existons. Ne nous appelle pas. Ne nous écris pas. Tu es mort pour nous. Elle m'a claqué la porte au nez. J'ai entendu le verrou tourner. J'ai frappé le bois jusqu'à ce que mes jointures saignent, criant des insultes, pleurant, suppliant de parler à papa. Personne n'a répondu. Je suis resté là sous la pluie pendant des heures, jusqu'à ce que le froid me transperce les os. Finalement, j'ai pris mes sacs mouillés et j'ai marché jusqu'à l'arrêt de bus. Cette nuit-là, j'ai dormi dans un refuge. Le lendemain, avec les quelques économies que j'avais cachées dans un compte que Regina ne connaissait pas, j'ai acheté un billet de bus pour la plus grande ville de l'État, à 6 heures de route. Je me suis promis que je réussirais juste pour les voir se tordre de jalousie un jour. Les 2 premières années ont été brutales. J'ai travaillé comme serveur, comme concierge, comme n'importe quoi. J'étudiais le soir dans une université publique, me nourrissant de nouilles instantanées et de café bon marché, mais la haine est un moteur puissant. Chaque fois que je voulais abandonner, je me souvenais du visage de Regina et des sacs poubelles sous la pluie. Petit à petit, les choses se sont améliorées. J'ai découvert que j'avais un talent pour la finance et le développement de logiciels. À 22 ans, j'ai obtenu un poste dans une importante entreprise de technologie. À 23 ans, je dirigeais déjà ma propre équipe. J'ai commencé à bien gagner ma vie, très bien. Mon compte en banque a grossi, dépassant les cents,000 $ d'économie, puis 2 cents,000. Je me suis acheté un appartement moderne, une voiture de l'année et je portais des vêtements qui coûtaient plus que ce que mon père gagnait en un mois. Pendant tout ce temps, je n'ai eu aucune nouvelle d'eux. J'ai bloqué leur numéro et j'ai évité tout contact avec les gens de mon ancien village. Pour moi, ma famille était morte cette nuit pluvieuse. Jusqu'à la semaine dernière, j'ai reçu un appel. C'était Madame Garcia, une voisine de toujours, une vieille dame qui nous donnait des bonbons quand nous étions enfants. Mauricio, mon fils. Sa voix semblait fragile. Je sais que tu ne veux rien savoir d'eux, mais ton père est décédé hier. Une crise cardiaque. Le monde s'est arrêté une seconde. Je n'ai pas ressenti de tristesse, seulement un vide étrange. Merci de m'avoir prévenu, Madame Garcia. Ai-je dit d'un ton professionnel. Quand ont lieu les funérailles? C'était ce matin, mon fils. Regina. Regina a tout fait très vite. Il n'y avait qu'elle et moi. Mais je t'appelle parce que je suis inquiète pour elle. Elle n'a pas l'air bien, Mauricio. Cette maison tombe en ruine. Et elle, eh bien, je pense que tu devrais venir, ne serait-ce que pour clore le chapitre. J'ai raccroché le téléphone et je suis resté à regarder la vue de la ville depuis mon bureau. Je pouvais ne pas y aller, je pouvais continuer ma vie parfaite, mais la curiosité, mêlée à un besoin pervers de lui montrer ce que j'étais devenu, l'a emporté. Je voulais que Regina me voie. Je voulais arriver dans ma voiture de luxe et voir son visage en réalisant que le fardeau était maintenant plus réussi qu'elle ne le serait jamais. J'ai conduit les 6 heures de retour au village. En entrant dans mon ancien quartier, j'ai remarqué que tout semblait plus petit et plus gris que dans mes souvenirs. Quand j'ai arrêté la voiture devant mon ancienne maison, le choc a été physique. La maison était une ruine. Le jardin où nous jouions était une jungle de mauvaises herbes sèches. La peinture de la façade était presque entièrement écaillée, révélant le bois pourri en dessous. Les fenêtres étaient sales, certaines même fissurées. On aurait dit une maison abandonnée. Je suis sorti de la voiture en ajustant ma veste pour m'assurer d'avoir l'air impeccable. J'ai marché vers la porte, j'ai sonné, mais ça n'a pas sonné. J'ai frappé avec mes jointures.
Il a fallu 2 minutes pour qu'on ouvre. Quand la porte s'est finalement ouverte, je me suis préparé à lancer mon regard le plus arrogant, mais l'arrogance est morte dans ma gorge. La femme qui a ouvert la porte ne pouvait pas être Regina. Ma sœur avait 29 ans, elle aurait dû être dans la fleur de l'âge. La personne en face de moi semblait en avoir 45. Elle était squelettique, sa peau pâle et d'un ton maladif. Elle avait les cheveux ternes et attachés en un chignon négligé. Elle portait un pull qui lui allait 3 tailles trop grand et un pantalon de sport taché. Ses yeux étaient morts, enfoncés dans des orbites sombres, sans éclat. « Mauricio » a-t-elle murmuré. Sa voix était rauque, comme si elle ne l'avait pas utilisée depuis des jours. « Salut, Regina » ai-je dit en essayant de garder ma posture ferme, bien qu'à l'intérieur j'étais horrifié. J'ai appris pour papa. Elle a cligné lentement des yeux, s'appuyant contre le cadre de la porte comme si elle avait du mal à tenir debout. Il est déjà enterré, a-t-elle dit. Il n'y avait ni sarcasme ni haine, seulement une fatigue infinie. Il n'y a rien à faire ici. Tu devrais partir. Elle a essayé de fermer la porte, mais j'ai mis ma main pour l'arrêter. Cette fois, j'étais le plus fort. Je n'ai pas conduit 6 heures pour que tu me claques la porte au nez à nouveau, ai-je dit en poussant doucement pour entrer. L'intérieur était pire que l'extérieur. L'odeur m'a frappé immédiatement. Un mélange d'humidité, de poussière, de nourriture rance. La maison était presque vide. Il n'y avait pas de meubles dans le salon, seulement une vieille chaise et une table pliante. Il n'y avait pas de télévision, ni de tableau, ni de tapis. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Ai-je demandé en regardant autour de moi avec incrédulité. Où sont les meubles ? Où est tout ? Regina s'est serrée contre elle-même, tremblant légèrement, bien qu'il fasse chaud. Va-t'en, Mauricio, s'il te plaît. Tu as une belle vie. Ça se voit, va-t'en et sois heureux. Il n'y a rien pour toi ici. Je ne partirai pas tant que tu ne m'auras pas expliqué pourquoi tu vis comme une sans-abri, ai-je insisté. La rage revenait, mais maintenant elle était mêlée de confusion. Papa gagnait bien sa vie. Il a tout dépensé en paris, en boissons. Elle a laissé échapper un rire amer qui s'est terminé par une toux sèche. Papa ne gagnait pas bien sa vie depuis 10 ans. Mauricio. Papa a perdu sa licence de vendeur quand tu avais 14 ans. Je suis resté glacé. De quoi parles-tu ? Il sortait travailler tous les jours. Il sortait pour faire semblant et pour emprunter de l'argent. De l'argent à de mauvaises personnes, Mauricio, des gens très dangereux. Elle s'est dirigée vers la cuisine et je l'ai suivie. La cuisine était dans un état déplorable. Elle a ouvert le réfrigérateur et j'ai vu qu'il n'y avait qu'une bouteille d'eau et un demi-carton de lait. Et toi, ai-je demandé en sentant un nœud dans mon estomac. Tu m'as chassé, tu m'as dit que j'étais un parasite. Tu m'as dit que tu voulais que je meure. Regina s'est retournée lentement. Ses yeux se sont remplis de larmes, mais elle ne les a pas laissés couler. Je devais le faire. Pourquoi ? Ai-je exigé. Dis-moi, pourquoi ? Parce qu'il allait te vendre. La phrase est restée suspendue dans l'air, lourde et toxique. Regina a soupiré et a montré une boîte en carton dans le coin de la cuisine. Regarde par toi-même. C'est l'héritage qu'il nous a laissé. Je suis allé vers la boîte et je l'ai ouverte. Elle était pleine de papiers, de factures, de lettres juridiques, de notifications de saisie. J'ai commencé à lire. C'était des dettes énormes. 50,000 $ ici, 80,000 $ là, des prêts à des taux d'intérêt prédateurs. Mais ce qui m'a glacé le sang, c'est de trouver des documents à mon nom, des demandes de cartes de crédit, des prêts étudiants que je n'ai jamais demandés, et même une police d'assurance vie à mon nom où Ricardo était le seul bénéficiaire. Les dates coïncidaient avec l'époque où j'ai eu 18 ans. J'ai continué à chercher et j'ai trouvé un livre de comptes écrit avec l'écriture tremblante de mon père. Il y avait une liste de paiements mensuels. Octobre 2019, 3,5 cents $, payé par Regina. Novembre 2019, 3,5 cents $, payé par Regina. Décembre 2019, payé par Regina. J'ai tourné les pages. Mois après mois, année après année. Les chiffres étaient astronomiques. Mentalement, ma sœur avait payé plus de 2,000 $, au cours des 6 dernières années. Papa voulait utiliser ton identité, a dit Regina, sa voix sonnant derrière moi comme un fantôme. Quand tu aurais 18 ans,
il prévoyait de contracter des prêts à ton nom, de ruiner ton crédit et de t'utiliser comme garant pour ses dettes de jeu auprès des prêteurs. Il avait déjà falsifié ta signature sur les brouillons. Il allait te couler avant que tu aies une chance de commencer à vivre. Et si ça ne marchait pas, eh bien, la police d'assurance était le plan B. J'ai eu l'impression que j'allais vomir. J'ai lâché les papiers comme s'ils brûlaient. Et toi, j'ai fait un marché avec lui, a-t-elle dit en regardant le sol. Je lui ai dit que s'il te laissait partir, s'il te laissait tranquille et ne touchait pas à ton identité, je m'occuperais de tout. De la maison, de ses dettes, de ses soins médicaux. Quand il est tombé malade du foie à cause de l'alcool. C'est pour ça que tu me traitais comme ça, ai-je demandé d'une voix à peine audible. Je devais faire en sorte que tu me détestes. Elle m'a regardé et pour la première fois depuis des années, j'ai vu la sœur qui s'occupait de moi quand maman est morte. Si je t'avais bien traité, tu serais resté. Tu aurais essayé d'aider et il t'aurait entraîné au fond avec nous. J'avais besoin que tu partes, Mauricio. J'avais besoin que tu sois si en colère que tu t'enfuis loin et que tu ne regardes jamais en arrière. C'était la seule façon de briser le cycle. Je t'ai chassé pour te sauver. Je me suis appuyé contre le comptoir parce que mes jambes ont flanché. Je me suis souvenu de la pluie. Je me suis souvenu de ses cris. Tu es mort pour nous. Ce n'était pas une insulte, c'était une supplication pour que je reste loin du danger. J'ai regardé ma sœur. Je l'ai vraiment regardée. Les meubles n'étaient pas là parce qu'elle les avait vendus. Ses vêtements étaient vieux, parce que chaque centime, chaque dollar qu'elle gagnait en travaillant allait pour payer les erreurs de notre père et pour maintenir les prêteurs loin de moi. Elle avait sacrifié sa jeunesse, son bonheur, sa santé et sa relation avec moi. Elle était devenue le méchant de mon histoire pour que je puisse être le héros de la mienne. Regina. J'ai essayé de m'approcher, mais elle a reculé. Non, Mauricio, ne fais pas ça. Je ne veux pas de ta pitié. J'ai fait mon devoir, papa. Est mort. Les dettes de jeu, eh bien, elles meurent avec lui pour la plupart, bien que ceux de la banque prendront la maison, mais tu es libre. Tu es réussi. Tu as réussi. Mon travail est terminé. Maintenant, s'il te plaît, va-t'en avant que je ne m'effondre, parce que je ne pense pas pouvoir tenir beaucoup plus longtemps. J'ai réalisé qu'elle tremblait violemment. Ce n'était pas le froid, c'était la faim, l'épuisement et la peur. À ce moment-là, la haine qui avait alimenté ma vie pendant 6 ans s'est évaporée instantanément, remplacée par une culpabilité si écrasante qu'elle a failli me mettre à genoux. Mais avec la culpabilité est née une nouvelle détermination, une détermination froide et calculatrice, la même qui m'avait fait millionnaire dans le monde des affaires. Elle m'avait sauvé au détriment de sa propre vie. C'était à mon tour de lui rendre l'appareil. Qu'elle le veuille ou non. J'ai sorti mon téléphone portable de ma poche. Je ne vais pas partir, ai-je dit en composant un numéro. Mauricio, tu n'as rien à faire ici. Tais-toi, Regina, ai-je dit. Mais cette fois, ma voix était douce, ferme. Tais-toi et assieds-toi. J'ai appelé mon assistante personnelle. Anna, oui, c'est moi. Annule toutes mes réunions de la semaine et j'ai besoin que tu me trouves une chambre dans le meilleur hôtel de la région. Une suite avec 2 lits. Contacte aussi une équipe de nettoyage industriel et tu as le numéro de cet avocat spécialisé dans les dettes et les successions que nous avons utilisé l'année dernière. Je veux qu'il soit dans un avion pour ici demain matin. Peu importe combien ça coûte. Paie-le le triple si nécessaire. J'ai raccroché et j'ai regardé ma sœur. Elle me regardait la bouche ouverte, confuse et effrayée. Qu'est-ce que tu fais, a-t-elle demandé. J'ai enlevé la veste de mon costume de 2,000 $ et je l'ai mise sur ses épaules. Elle a tressailli au contact, mais s'est ensuite accrochée au tissu comme à une bouée de sauvetage. Tu as fait un travail terrible en étant la méchante, Regina, lui ai-je dit, sentant mes yeux se remplir de larmes. Parce que malgré tout, tu as oublié une chose, a-t-elle murmuré, tu as oublié que je suis ton frère et maintenant j'ai l'argent, j'ai les ressources et je vais déclarer la guerre à tous ceux qui t'ont fait ça, aux banques, aux prêteurs et à la mémoire de notre père. Nous allons récupérer ta vie. Dollar par dollar. Elle a éclaté en sanglots. Pas des pleurs silencieux, mais un hurlement de douleur accumulé pendant une décennie. Je me suis approché et je l'ai serrée dans mes bras. Elle était si maigre que j'ai senti ses côtes contre ma poitrine. Elle sentait la poussière et la tristesse, mais c'était ma sœur aînée. Je suis désolé.
a-t-elle sangloté contre ma chemise. Je suis tellement désolé, Mauricio. Tu n'as rien à t'excuser, lui ai-je murmuré en caressant ses cheveux sales. Mais nous avons beaucoup de travail à faire. Je l'ai sorti de cette maison cet après-midi-là, je l'ai emmené à l'hôtel, j'ai commandé le service en chambre et je l'ai forcé à manger un dîner décent pour la première fois depuis je ne sais combien de temps. Pendant qu'elle dormait, épuisée, dans le lit d'à côté, j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à examiner les documents que j'avais pris de la boîte. La situation était pire que je ne le pensais. La maison était sur le point d'être saisie par la banque. Il y avait des billets à ordre signés avec des prêteurs locaux qui opéraient en marge de la loi. Mon père avait laissé un désastre financier nucléaire, mais en examinant les chiffres, un sourire froid est apparu sur mon visage. Regina avait joué la défensive, essayant de survivre au jour le jour. Elle ne savait pas comment fonctionnait l'argent à grande échelle. Moi si, j'avais un demi-million de dollars liquides disponibles à utiliser maintenant et j'avais des contacts. J'allais détruire l'héritage de mon père et construire un trône pour ma sœur sur les cendres, mais je devais d'abord m'occuper des vautours qui viendraient frapper à la porte en apprenant que Ricardo était mort et je savais qu'il viendrait bientôt. Le lendemain, pendant que Regina prenait sa douche, je suis descendu dans le hall de l'hôtel pour rencontrer l'avocat Roberto. C'est un désastre, Mauricio, a dit Roberto en examinant les copies des documents. Légalement, ta sœur a assumé beaucoup de ses dettes à son nom pour protéger les actifs. Si nous ne payons pas, elle sera saisie à vie. Son dossier de crédit est détruit. Je me fiche du crédit, ai-je dit. Je veux savoir combien est dû au total pour nettoyer son nom. En dette légale bancaire, environ 10,000 $. L'hypothèque a un retard de 15,000, mais ce qui est inquiétant, ce sont ces billets à ordre informel. Ce sont des prêteurs. Mauricio, ces gens ne vont pas au tribunal, ils cassent des jambes. Selon ces papiers, Ricardo leur devait 40,000 $ plus les intérêts. Payer les banques, ai-je dit sans hésiter. Liquider tout aujourd'hui. Je veux que la maison soit libre de toute charge pour demain. Et les prêteurs ? A demandé Roberto en ajustant ses lunettes. Vous ne pouvez pas simplement leur faire un virement. Je m'en occupe. Ai-je dit, j'ai besoin que vous découvriez qui ils sont et où ils opèrent. Je suis monté à la chambre. Regina était assise sur le lit, enveloppée dans un peignoir blanc, se peignant les cheveux humides. Elle avait l'air un peu mieux, plus humaine, mais la tristesse dans ses yeux était toujours là. « Où es-tu allé » a-t-elle demandé avec de la peur dans la voix, comme si elle craignait que je sois parti régler les choses. « Écoute, Regina, je vais payer la maison. Elle est à toi, personne ne te la prendra. » Elle a secoué la tête frénétiquement. « Non, Mauricio, c'est trop d'argent. Ce sont des milliers de dollars. Tu ne peux pas. Je gagne ça en un mauvais mois, Regina. Ai-je menti, en exagérant un peu pour la rassurer. L'argent n'est pas un problème, mais j'ai besoin que tu me dises quelque chose. Ces hommes à qui papa devait de l'argent sont venus à la maison récemment. Elle s'est tendue et a baissé les yeux. Elle a remonté la manche de son peignoir. Instinctivement, j'ai vu des bleus sur son avant-bras. Vieux, jaunâtre, mais indubitable. Ils sont venus il y a 2 semaines, a-t-elle murmuré. Ils ont dit que si Ricardo ne payait pas, il se paierait avec la maison ou avec moi. C'est pour ça qu'il n'y a pas de meubles. Ils ont pris tout ce qui avait de la valeur comme paiement partiel. J'ai senti une fureur chaude monter dans ma gorge, mais je l'ai contrôlée. Sais-tu qui est le chef ? Un type qui s'appelle Hannibal. Il a un garage automobile à la sortie nord. Bien, ai-je dit en me levant et en prenant les clés de ma voiture. Reste ici, commande ce que tu veux à manger. Regarde la télévision, ne sors pas de l'hôtel. Il y a de la sécurité à l'entrée. Je leur ai déjà donné des instructions pour que personne ne monte. Où vas-tu ? A-t-elle demandé, alarmée. Négocier, ai-je répondu. Je vais finir ce que tu as commencé, Regina, mais à ma façon. Je suis sorti de l'hôtel et j'ai conduit vers la sortie nord. Ma voiture de sport noire se démarquait trop dans ce village, mais cela faisait partie du plan. Je voulais qu'ils sachent que l'argent était arrivé en ville. Je suis arrivé au garage. C'était un endroit sale avec plusieurs hommes travaillant sur des voitures démantelées. Je suis entré dans le bureau principal sans frapper. Il y avait un homme gros, chauve, qui comptait des billets derrière un bureau graisseux. Hannibal a levé les yeux, surpris par mon costume et mon attitude.
Qui es-tu? Tu t'es perdu, petit riche? Je suis Mauricio. Le fils de Ricardo. Hannibal a souri, montrant des dents jaunes. Tiens, ta sœur a dit que tu avais disparu. Je suis désolé pour ton vieux. C'était un rat tricheur, mais c'était un client fidèle. Je suppose que tu viens payer ce qu'il doit. C'est 60,000 $. Les intérêts ont augmenté à cause du retard. Je me suis assis sur la chaise en face de lui, j'ai croisé les jambes et je l'ai regardé avec un mépris absolu. Je ne viens pas payer 60,000 $, ai-je dit calmement. Je viens t'offrir un marché unique. Il a ri. Et quel est ce marché? Je vais te donner 20,000 $. En espèces, maintenant, j'ai l'argent dans le coffre de la voiture. Hannibal a éclaté de rire. Il te manque 40,000, mon ami. Nous ne sommes pas en solde. Écoute-moi bien. Je me suis penché en avant en baissant la voix. Je te donne 20,000 pour la dette initiale. Oublie les intérêts usuraires. En échange, tu signes un papier déclarant la dette soldée et tu ne t'approches plus jamais de ma sœur. Et si je dis non, a-t-il demandé, devenant sérieux et portant la main vers un tiroir, cherchant probablement une arme. Si tu dis non, ai-je dit en maintenant le contact visuel, alors j'utiliserai les 40,000 $ que tu me demandes pour engager la meilleure équipe d'avocats pénalistes de la capitale. J'ai des enregistrements de ma sœur, des photos de ses bleus et des témoins de ses menaces. J'ai aussi des amis dans la presse nationale qui seraient ravis de faire un reportage sur la façon dont un réseau d'usuriers extorque des familles vulnérables dans ce village. Je te ferai dépenser tellement d'argent en procès et en pots de vin que tu regretteras de ne pas avoir accepté mes 20,000. Et crois-moi, Hannibal, j'ai le temps et les ressources pour te ruiner la vie juste pour le plaisir. Hannibal est resté immobile, il a évalué mes vêtements, ma montre, ma sécurité. Il a vu que je ne bluffais pas. Il savait que même s'il me faisait du mal, je restais un type avec de l'argent et l'envie de se battre. Et c'était pire pour les affaires qu'une dette perdue. 30,000, a-t-il grogné. 25, ai-je répondu, et tu me donnes le reçu maintenant? Il y a eu un silence tendu. Finalement, il a craché par terre et a hoché la tête. Apporte l'argent et emmène ta sœur loin. Si je la vois, je ne réponds de rien. Si tu la vois, je te détruis. Ai-je précisé? Je suis sorti, j'ai pris l'argent que j'avais retiré ce matin-là de la banque et j'ai conclu l'affaire. Quand je suis sorti de ce garage avec le papier signé, j'ai eu l'impression de m'être débarrassé d'un poids que je ne savais même pas que je portais. Je suis retourné à l'hôtel. Regina dormait avec la télécommande à la main. Elle avait l'air paisible, bien qu'incroyablement fragile. Je me suis assis dans le fauteuil à la regarder en pensant à l'avenir. J'avais éteint l'incendie immédiat. La maison était en sécurité, les prêteurs partis, mais le mal était fait. Regina n'avait pas d'éducation universitaire, pas d'expérience professionnelle pertinente au-delà des travaux manuels et émotionnellement, elle était brisée. Elle avait passé sa vingtaine à être un bouclier humain. Je devais la reconstruire. Je devais lui donner la vie qu'elle m'avait donnée. Quand elle s'est réveillée, je lui ai raconté ce que j'avais fait. Elle a pleuré à nouveau, mais cette fois de soulagement. Et maintenant quoi? A-t-elle demandé avec la peur de l'avenir. Maintenant on s'en va. Toi et moi. Tu ne peux pas rester dans cette maison, Regina. Il y a trop de fantômes. Je vais engager quelqu'un pour la rénover et la vendre ou la louer. Mais tu viens avec moi en ville. Je ne peux pas, Mauricio. Je ne m'intègre pas dans ton monde. Regarde-moi. Tu viens avec moi? Ai-je insisté. J'ai une chambre de libre dans mon appartement. Tu vas te reposer. Tu vas aller chez le médecin, chez le psychologue, tu vas bien manger et quand tu seras prête, tu vas étudier ce que tu as toujours voulu étudier avant que tout ça n'arrive. C'était quoi? Le design graphique. Ses yeux se sont légèrement illuminés. Une lueur du passé. L'architecture, a-t-elle corrigé à voix basse. Je voulais être architecte. Alors tu seras architecte. Ai-je souri. Tu as 29 ans. Regina. Ta vie ne fait que commencer. Je te l'ai volée sans le savoir et maintenant je te la rends. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. La guérison de Regina a été beaucoup plus difficile que je ne l'imaginais, parce qu'aider quelqu'un fait parfois plus mal que de le haïr.
Emmener Regina dans mon appartement, c'était comme transplanter une fleur fanée d'un désert dans une serre high-tech. Le changement a été si radical que j'ai craint que le choc ne la tue. Je vivais au 25e étage d'un immeuble du quartier financier. Murs de verre, meubles design minimaliste, technologie intelligente qui contrôlait les lumières et la température. Quand nous sommes entrés, Regina est restée debout dans le hall, serrant son vieux sac à dos sale contre sa poitrine. Elle regardait le sol en marbre poli avec terreur, comme si elle avait peur de le salir de sa simple présence. « Tu peux marcher, Regina ?» lui ai-je dit doucement, en posant les clés sur la console. Ce n'est qu'un sol. Elle a fait un pas hésitant, ses vieilles baskets ont grincé. Elle a haussé les épaules en marmonnant des excuses immédiates. Je suis désolé, je vais les enlever. Ne les enlève pas. Tu es chez toi. Je l'ai installée dans la chambre d'amis, qui était plus grande que tout le rez-de-chaussée de notre ancienne maison. Elle avait une salle de bain privée, un grand lit et une vue panoramique sur la ville. Quand je lui ai montré l'armoire vide, en espérant que nous la remplirions bientôt, elle a seulement regardé le lit. « C'est trop », a-t-elle murmuré. « Tu n'as pas de canapé ou de matelas gonflable. Je ne veux pas abîmer ces draps. Regina, s'il te plaît, dors. Nous parlerons demain. » Cette première nuit, je n'ai pas dormi. Je suis resté dans le salon à boire du whisky, à écouter le silence. Vers 3 heures du matin, un cri étouffé a rompu le calme. J'ai couru dans sa chambre. Je l'ai trouvée assise sur le lit, trempée de sueur, les yeux exorbités. Elle hyperventilait. « Je n'ai pas l'argent », criait-elle en regardant un point aveugle dans l'obscurité. « Je l'aurai demain, je le jure, mais ne lui faites rien. » J'ai allumé la lumière et je me suis assis à côté d'elle en lui prenant les épaules. Il lui a fallu quelques secondes pour me reconnaître. Quand elle l'a fait, elle s'est effondrée en pleurant, tremblant violemment. J'ai cru que c'était Hannibal, a-t-elle dit entre deux sanglots. J'ai cru que j'étais à la maison. Hannibal n'existe pas ici, lui ai-je assuré, bien que je savais que dans son esprit il était toujours le roi. Tu es à 300 kilomètres de lui. Tu es sûr? Il lui a fallu 1 heure pour se rendormir. J'ai alors réalisé que mon arrogance m'avait aveuglé. Je pensais que la sortir du village était la solution, mais l'enfer n'était pas un lieu physique. Elle le portait en elle. Le lendemain, nous avons commencé le projet de reconstruction. En tant qu'homme d'affaires, j'ai l'habitude de résoudre les problèmes avec des ressources et de l'efficacité. J'ai cru qu'avec Regina, ce serait pareil. J'ai engagé les meilleurs spécialistes. D'abord, la santé physique. Je l'ai emmenée dans une clinique privée de haut niveau pour un bilan complet. Le médecin, le docteur Arango, m'a appelé dans son bureau après les tests, pendant que Regina s'habillait. Son visage était grave. Ta sœur a 29 ans, Mauricio, mais son corps raconte une autre histoire. On dirait celui d'une femme de 50 ans qui a vécu dans des conditions extrêmes. Il m'a passé une tablette avec les résultats. Malnutrition sévère chronique. Anémie. Elle a une carence en calcium qui a commencé à affecter sa densité osseuse. Ses dents ont besoin d'un travail de reconstruction urgent car ses gencives sont rétractées à cause du stress et du manque de vitamines. Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est son système endocrinien, ses niveaux de cortisol, l'hormone du stress, sont si élevés que c'est un miracle qu'elle n'ait pas eu de crise cardiaque. Elle a vécu en mode de combat ou de fuite pendant 6 ans d'affilée, sans repos. Son corps se dévore lui-même. J'ai senti un coup dans l'estomac alors que je mangeais dans les meilleurs restaurants et que je me plaignais que mon café était froid. Ma sœur se consumait littéralement pour payer les dettes de mon père. Que faisons-nous, ai-je demandé. Repos absolu, un régime hypercalorique contrôlé, des suppléments et une thérapie. Beaucoup de thérapie. Cela ne se règle pas avec des pilules. Les semaines suivantes ont été un cauchemar silencieux. Regina essayait d'être invisible. Elle se réveillait avant moi et nettoyait l'appartement de manière obsessionnelle. Si je laissais un verre sur la table, elle courait le laver comme si elle craignait une punition. Mais le pire, c'était la nourriture. Je remplissais le réfrigérateur de toutes sortes d'aliments, des fruits frais, des fromages importés, des viandes, des jus. Je lui ai dit qu'elle pouvait manger ce qu'elle voulait. Elle acquiesçait, mais je la voyais rarement manger plus de quelques bouchées au dîner. Cependant, la nourriture disparaissait. Il manquait des pommes, il manquait des paquets de biscuits, il manquait des pains. Au début, j'ai pensé qu'elle mangeait en cachette par honte, alors je n'ai rien dit.
Jusqu'à ce que la femme de ménage, Martha, vienne me parler un mardi, visiblement mal à l'aise. Monsieur Mauricio, y a-t-il quelque chose dans la chambre de mademoiselle Regina? Je suis entré dans sa chambre pendant qu'elle était à sa première séance chez le dentiste. Martha a montré sous le lit. Je me suis accroupi et j'ai soulevé la couette. Là, méticuleusement cachés dans des boîtes à chaussures et des sacs en plastique, il y avait des tas de nourriture, des pommes qui commençaient à pourrir, du pain dur comme de la pierre, des boîtes de thon sorties du garde-manger, des sacs de fruits secs à moitié mangés. C'était un entrepôt de survie. Je me suis assis par terre en regardant ce triste trésor de nourriture. J'ai compris d'un coup ce qui se passait. Regina avait la terreur que la nourriture manque. Dans son esprit, l'abondance de mon réfrigérateur était temporaire. Elle devait s'assurer qu'elle aurait à manger quand je me lasserais d'elle et que je la chasserais ou quand l'argent disparaîtrait, comme cela se passait avec mon père. Quand Regina est revenue, la bouche engourdie par l'anesthésie, elle m'a trouvé assis dans le salon. Je lui ai demandé de s'asseoir. Martha a trouvé la nourriture sous ton lit, ai-je dit directement, sans détour. Regina a pâli au point que j'ai cru qu'elle allait s'évanouir. Elle a commencé à trembler et s'est levée d'un bond. Je suis désolé, Mauricio. Je ne t'ai pas volé. J'ai gardé un peu au cas où. Je vais nettoyer. Je te le promets. Ne te fâche pas. S'il te plaît, ne me chasse pas. Je te paierai chaque pomme. Je le jure. Elle a mis ses mains sur sa tête, se protégeant d'un coup qui n'arriverait jamais. Ce geste m'a brisé le cœur en 1000 morceaux. Je me suis levé lentement, en montrant les paumes de mes mains pour ne pas l'effrayer. Regina, regarde-moi. Je ne vais pas te frapper. Et jamais, écoute-moi bien, je ne te chasserai jamais. Papa disait qu'il y avait de l'argent et puis il n'y en avait plus, a-t-elle sangloté. Un jour, nous mangions du poulet et le lendemain, il n'y avait rien pendant 3 jours. Je devais garder, je devais être prête. Je l'ai serré fort dans mes bras, ignorant sa rigidité initiale. J'ai 3 millions de dollars à la banque, Regina, lui ai-je murmuré à l'oreille, en étant grossièrement spécifique parce que je savais qu'elle avait besoin de faits, pas de promesses vides. Nous pourrions manger du caviar tous les jours pendant les 50 prochaines années et nous n'épuiserions pas l'argent. Tu n'auras plus jamais faim. Tu n'auras plus jamais à cacher de la nourriture. Cet après-midi-là, j'ai installé un petit coffre-fort dans sa chambre. Je lui ai donné la combinaison. À l'intérieur, j'ai mis 5,000 $ en espèces et une carte de débit à son nom avec une limite élevée. Ce n'est pas une allocation, lui ai-je dit. C'est ta sécurité. Si jamais tu as l'impression que je vais te chasser ou que tout va foirer, tu as de l'argent pour partir et survivre. Je ne veux pas que tu me fasses confiance aveuglément. Je veux que tu saches que tu as le contrôle. C'était la première fois que je la voyais se détendre vraiment. Elle n'a pas touché à l'argent, mais savoir qu'il était là l'a empêché de cacher du pain sous le matelas. La guérison psychologique a été de loin la chose la plus difficile. J'ai convaincu Regina de voir le docteur Reyes, une psychologue spécialisée dans les traumatismes complexes et les violences domestiques. J'avais l'habitude de l'emmener et de l'attendre dans la salle d'attente en travaillant sur mon ordinateur portable. Au début, Regina sortait des séances en silence, les yeux rouges. Elle ne me racontait rien et je ne la pressais pas. Mais après 2 mois, elle a commencé à parler un peu dans la voiture au retour. Le docteur dit que j'ai un syndrome de stress post-traumatique complexe, m'a-t-elle dit un jour en regardant par la fenêtre. Elle dit que j'ai développé une personnalité pour survivre, que la mauvaise Regina qui t'a maltraité était un mécanisme de défense. Je devais te déshumaniser pour que ce soit plus facile de te chasser. Je sais, ai-je dit en serrant le volant. Ça a marché, mais maintenant je ne sais pas qui je suis, a-t-elle avoué, sans la peur, sans les dettes, sans papa qui crie. Je me sens vide. Je n'ai pas de but. Mon seul travail était de nous maintenir en vie et que tu t'échappes. Je l'ai déjà fait. À quoi je sers maintenant? À vivre, Regina. Maintenant, c'est à toi de vivre pour toi. Malgré la thérapie et l'amélioration physique, elle avait pris du poids. Sa peau avait une meilleure couleur et ses dents étaient réparées. Regina restait bloquée dans une dépression apathique. Elle passait ses journées à regarder la télévision sans rien voir. Je me suis vraiment souvenu de ce qu'elle m'avait dit sur le fait de vouloir être architecte. Un samedi matin, au lieu de la laisser dormir tard, je suis entré dans sa chambre avec 2 cafés et une grande boîte. Lève-toi,
nous avons du travail. Du travail, a-t-elle demandé, alarmée. Ouvre la boîte. Regina a ouvert la boîte avec méfiance. À l'intérieur, il y avait une tablette graphique dernier cri, des carnets de croquis en papier de qualité supérieure, des crayons à dessin professionnels et plusieurs livres sur l'architecture moderne et le design structurel. Elle a touché les crayons du bout des doigts comme s'il s'agissait d'objets sacrés. Je ne peux pas, Mauricio. Ça fait 10 ans que je n'ai pas dessiné. Mes mains tremblent. J'ai tout oublié. Personne n'oublie sa passion. Regina. En plus, j'ai acheté un terrain. Cela a capté son attention. Elle m'a regardé, surprise. Un terrain, oui, à la périphérie de la ville, une colline avec vue sur la vallée. Je veux y construire une maison pour nous, pour les week-ends, mais je n'aime pas les architectes prétentieux de l'entreprise que j'ai engagée. Je veux que tu conçoives l'avant-projet. Tu es fou? Elle a secoué la tête, en repoussant la boîte. Je ne suis pas architecte. Je n'ai même pas fini le lycée avec de bonnes notes parce que je devais travailler. Je n'ai pas de diplôme. Je n'ai pas besoin d'un diplôme pour construire sur mon terrain. J'ai besoin d'une vision et je vais te payer. Nous allons faire un accord professionnel. Tu conçois la maison, je paie tes études pour que tu obtiennes le vrai diplôme. Si le design est mauvais, nous le jetons à la poubelle sans pression. Je lui ai laissé la boîte et je suis sorti. Pendant 3 jours, la boîte est restée fermée. J'ai commencé à désespérer en pensant que je l'avais trop pressé trop tôt, mais le 4e jour, quand je suis rentré du travail le soir, je n'ai pas trouvé Regina en train de regarder la télévision dans le salon. La lumière de sa chambre était allumée. Je me suis penché discrètement. Regina était assise à son bureau, entourée de boules de papier froissées et elle était penchée sur le carnet de croquis, traçant des lignes avec une concentration féroce. Je ne suis pas entré. Je suis resté dans le couloir à l'observer. Pour la première fois en 6 ans, ses yeux n'étaient pas morts. Ils étaient concentrés. Il y avait une étincelle, petite, fragile, mais réelle. Aujourd'hui, 6 mois après l'avoir sortie de cet enfer, les choses sont différentes. Pas parfaites, mais différentes. Regina s'est inscrite à l'université. Elle est la plus âgée de sa classe de 10 ans et au début, cela la terrifiait, mais maintenant elle utilise cette maturité à son avantage. Ses professeurs sont impressionnés par son éthique de travail. Personne n'étudie avec le désespoir et la concentration de quelqu'un qui sait ce que c'est que de tout perdre. Hier, je suis rentré à la maison et j'ai trouvé le salon plein de maquettes en carton. C'est le design pour la maison sur la colline, m'a-t-elle dit avec une lueur de fierté dans les yeux. Regarde ça, Mauricio. J'ai utilisé beaucoup de lumière naturelle et des espaces ouverts. Pas de couloirs sombres. Je veux que la maison respire. Je me suis approché pour voir la maquette. C'était incroyable, moderne, mais chaleureux. C'est parfait, ai-je dit sincèrement. Il manque un détail, a-t-elle signalé sur une pièce du plan. C'est ta chambre et ça, c'est la mienne. Mais j'ai mis une porte communicante secrète dans la bibliothèque du couloir. Pourquoi? Ai-je demandé en souriant. Au cas où l'un de nous ferait des cauchemars, a-t-elle dit en haussant les épaules, essayant de paraître décontractée pour ne pas avoir à crier. J'ai souri en sentant un nœud dans ma gorge. Les fantômes de notre père et des dettes étaient toujours là, apparaissant de temps en temps dans les rêves, mais ils ne contrôlaient plus nos vies. Cela me semble une excellente idée architecturale, ai-je dit. Regina a souri. Un vrai sourire qui a atteint ses yeux. Je ne sais pas si nous récupérons un jour les années perdues. Je ne sais pas si je pourrai effacer le souvenir d'elle me chassant de la maison sous la pluie ou si elle pourra oublier la peur des prêteurs. Mais en la voyant travailler sur sa maquette en fredonnant une chanson, j'ai su que nous avions gagné. Ricardo et son héritage de misère étaient morts et enterrés. Nous étions vivants et pour la première fois de ma vie, le mot famille n'avait pas le goût du poison, mais de l'espoir. J'espère que cela servira de leçon à quelqu'un. Parfois, le méchant de votre histoire n'est qu'un héros qui n'a plus d'option. Et parfois, la fin heureuse n'est pas un baiser ou un mariage avec votre bien-aimé, mais simplement de voir votre sœur manger une pomme sans craindre que ce soit la dernière.